Bonjour à toutes et à tous pour cette session d'information en chemin vers la COP16 de la CBD où on va discuter des liens entre le genre et l'environnement à travers les données. Nous allons avoir des remarques d'ouverture qui vont être données par notre fondatrice et directrice Mrinalini Ray, mais également par Chiara Daniels, qui est spécialiste politique sur le genre et l'environnement au PNUD. Nous aurons ensuite une présentation sur l'état des données sur le genre et l'environnement de Sarah Duelto, qui travaille à ONU Femmes. Puis nous aurons une présentation par Rouwani Dharmakirti de l'UICN sur donc euh, un CMB, des SPAMB et une mise en œuvre du GPA sensible genre. Et nous aurons finalement une présentation sur les données sur le genre et les politiques par Karma Wangchuk du gouvernement du Bhoutan. Je vais donc présenter nos premières panélistes. Mrinalini Rai est une défenseure des droits et donc elle s'est spécialisée sur les intersections entre la gouvernance environnementale et le genre. Et donc, elle a notamment travaillé en tant que leader à Women for Biodiversity dans le caucus de femmes. Sarah Daniels est une spécialiste des politiques en matière de genre et d'environnement au sein du pôle nature du PNUD. Donc, elle s'efforce de placer l'égalité des genres au cœur de la protection des personnes et de la planète. Elle travaille avec les pays et les partenaires pour promouvoir le leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles, combler les écarts entre les genres et accélérer les droits des femmes dans l'action environnementale. Avant de donner la parole à Amrine Aline-Ray, je voudrais rappeler à tous les participants et participantes que l'interprétation est disponible en français et en espagnol. La parole est maintenant à toi, Tina. Merci beaucoup, Ale. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien clairement. Donc, bonjour, quel que soit le lieu depuis lequel vous vous connectez, le moment de la journée chez vous. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité de vous donner la bienvenue à ce webinaire. Et donc, c'est un plaisir de discuter du rôle crucial que le genre et l'environnement jouent pour donner forme à notre monde. Donc, euh, il est essentiel que les données puissent nous permettre d'informer les politiques. Donc, des données ventilées par genre sont également cruciales pour pouvoir parler des impacts différenciés sur les hommes et les femmes en matière environnementale. Nous avons également besoin de pouvoir souligner l'importance de l'accès à la biodiversité pour les femmes et de montrer les liens entre technologie, données, genre et politique. Nous avons également besoin de politiques qui permettent de réduire les inégalités, d'assurer la participation des femmes, promouvoir euh, la participation et la prise en compte du genre. Et ces données sont essentielles pour pouvoir atteindre les buts en matière de biodiversité et de résilience climatique. Ce ne sont pas juste des outils pour comprendre, ce sont aussi des voies pour avoir des solutions équitables.
et que les voix cruciales soient entendues, que les opportunités soient accessibles malgré les crises climatiques et de biodiversité. Et donc aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement pour avoir des données et que ce soit donc un moteur pour avoir des politiques justes. Et je voudrais également dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons contribuer à donc la COP16 qui approche et qui aura lieu à Cali. Donc, comme vous le savez, la COP de 2022 a adopté le cadre mondial de Kunming-Montréal qui nous donne un plan pour la biodiversité pour 2030 et une vision pour 2050 pour vivre en harmonie avec la nature. Cela parle aussi d'inclusivité, d'une approche par l'ensemble de la société. Et une composante clé de cela, c'est l'amplification et l'engagement de la Convention elle-même pour parler de l'implication et des droits, du respect des droits des peuples autochtones, des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap. Et tout cela est renforcé par la cible 2023, la cible 23, pardon, sur l'égalité des genres. Et donc, je suis heureuse que l'on puisse écouter les intervenantes d'aujourd'hui, car cela va définitivement nous apporter. C'est un mouvement essentiel de voir comment cet engagement sur les données pourrait donc transformer les politiques nationales et assurer une approche par l'ensemble de la société. Et comment les femmes peuvent être part, peuvent faire partie, prendre part aux prises de décision. Et donc, je voudrais remercier infiniment toutes les trois intervenantes qui nous accompagnent et puis Pierre Daniels également, donc pour leur présence. Je te rends la parole. Merci beaucoup d'avoir donc euh, souligné les liens entre les différents sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Et je vais maintenant donner la parole à Ciara Daniels. Merci infiniment, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup à Women for Biodiversity de nous réunir aujourd'hui dans cet espace. Donc, je suis Ciara Daniels du PNUD et je pense qu'on est toutes là aujourd'hui parce que nous savons à quel point les inégalités de genre continuent d'être une barrière à la résolution de toutes les situations et difficultés environnementales, et à la fois combien c'est un chemin et une solution. Près de, près de 90% de la population mondiale présente donc des préjugés envers les femmes et seulement 14 pays ont mis en place des politiques pour faire face aux violences contre les femmes. Et donc, on a besoin de cette reconnaissance qui existe déjà dans le CMB et à travers cette cible 23. On voit très bien que, donc, quand les connaissances des femmes sont ignorées, alors les stratégies de gestion et de protection des ressources naturelles sont moins efficaces. Et donc, il a été prouvé que le leadership féminin est lié à des projets plus efficaces, des politiques environnementales plus amicales pour l'environnement et la capacité de résoudre les difficultés environnementales pour avoir accès aux ressources, à la sécurité foncière, etc. Et cela peut promouvoir l'usage durable
et la répartition égale des bénéfices liés à l'environnement. Nous savons tout cela grâce à l'expérience, grâce aux réalités que nous vivons et grâce aux recherches empiriques et aux données qui nous montrent ces solutions, qui nous montrent là où sont les failles et là où les ressources devraient aller. Et donc, au PNUD, nous travaillons avec des pays partenaires et des agences, notamment comme l'UN Environnement, pour soutenir des solutions. Et nous travaillons avec les différents pays pour essayer de s'assurer que leurs réponses soient sensibles au genre. Et donc, l'année dernière, le PNUD a demandé à 68 pays quels sont les principaux défis pour développer des spams sensibles au genre. Et ce qu'ils ont dit, donc le plus massivement, c'est le manque de données ventilées par genre. Donc, peut-être que parmi vous ici, il n'y a pas de surprise en écoutant cela. Et en même temps, c'est incroyable parce que la quantité de données dont nous disposons actuellement au niveau mondial est beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. On a des enquêtes, on a des données administratives, on a des données officielles des Nations Unies. On a plein de données qui viennent grâce au téléphone portable. On a plein de données GPS, plein de données liées à l'intelligence artificielle. Et malgré cela, il y a encore des lacunes énormes en termes de données sur le genre et l'environnement. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter plus sur ces liens et sur les connexions qui doivent être faites parce que donc nous avons besoin d'améliorer cette situation et nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail environnemental à mener et qui doit être fait au niveau national et international. Et j'ai hâte de pouvoir écouter tout cela, toutes les présentations aujourd'hui et de pouvoir également vous écouter en Colombie. Merci beaucoup. Je te rends la parole, Ali. Merci infiniment, Tiara, d'avoir souligné ces aspects clés. Donc, effectivement, le fait d'avoir des données est essentiel pour réussir à avancer sur le chemin qui nous attend. Et donc, c'est effectivement euh, quelque chose d'essentiel pour avoir une planification de politique publique qui soit efficace. Et je vais maintenant donner la parole à Sarah Duarto, donc d'ONU Femmes. Et donc, nous avons 3 panélistes aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat pour qu'on puisse les voir et y répondre. Et je vais maintenant donner la parole à Sarah Duarto Valero, donc qui est conseillère régionale en statistique sur le genre au bureau régional d'ONU Femmes pour l'Asie et le Pacifique. Elle gère l'initiative du programme phare, faire que chaque femme et fille compte. Et donc, outre la planification et la mise en œuvre d'interventions visant à soutenir la qualité, la disponibilité et l'utilisation des statistiques sur le genre en Asie et dans le Pacifique, elle dirige les travaux de l'organisation sur les statistiques relatives au genre et à l'environnement. Merci beaucoup, Sarah Duarto. Merci beaucoup, Ale, et donc à toute ton équipe de me donner la bienvenue pour aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran et j'espère que vous allez bien pouvoir voir ma présentation.
Je pense que c'est bon maintenant. Et donc, regardons pourquoi ces données sur le genre sont si importantes. C'est donc parce que les femmes et les hommes sont affectés de façon différente par les questions environnementales. On sait que les femmes sont plus enclines à vivre des questions d'insécurité alimentaire après des désastres. On sait aussi que quand il y a un désastre, il est fort possible que les hommes ne participent pas, non, que les hommes participent aux opérations de sauvetage et qu'ils soient donc affectés. On sait aussi qu'il y a plus euh, de, de- d'épisodes de sécheresse et que les femmes peuvent être acceptées dans leur grossesse. On sait aussi que les résultats de la biodiversité sont, les résultats de perte de biodiversité sont plus difficiles pour les femmes. Et dans le contexte de la biodiversité, nous savons que donc nous avons les données là-dessus, nous savons que donc les femmes sont moins enclines à avoir des bateaux et donc sont plus affectées par la diminution des espèces maritimes. Donc on sait que ce sont également les femmes qui collectent l'eau. On sait également donc avec tous les problèmes cardiovasculaires, euh, ce sont les femmes qui sont plus affectées. Donc voici tous les domaines dans lesquels on sait que les femmes sont plus affectées que les hommes. Et les femmes et les hommes contribuent également différemment à la dégradation environnementale et à la conservation. Donc, par exemple, quand on a des données sur les pêcheries, on voit que les hommes s'engagent beaucoup plus dans des méthodes destructrices de pêche. On sait aussi que les femmes vont s'engager dans des secteurs d'emploi différents. Par exemple, elles vont être très présentes dans les questions textiles où il y a beaucoup plus de produits chimiques. Et les hommes contribuent différemment à la prise de décision également. Oui, Sarah, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus lentement pour que tout ce que tu dis soit interprété? Et donc, nous savons, dans le contexte de la prise de décision, dans les ministères, dans les parlements, il est beaucoup plus rare que les femmes soient à ces positions. Donc, on sait que les femmes vont plus souvent être sur les sujets sociaux, sur mais rarement sur l'environnement, les pêcheries, sur les questions de gestion des ressources naturelles. Nous savons aussi que il y a des différences. On sait donc sur la collecte d'espèces, sur le suivi des espèces, donc les pratiques sont très différentes. On sait aussi que donc les hommes dans l'agriculture sont plus enclins à utiliser des pesticides euh, et donc que les femmes vont plus souvent gérer correctement les matériaux liés aux pesticides. Et donc Chiara faisait référence à cela, mais donc il est important que l'on continue
à collecter des données pour plus de pays et pour les utiliser, les analyser. Donc, parce que nous avons encore beaucoup de lacunes. Et donc, pourquoi c'est important que nous ayons ces données? On a besoin de ces données pour faire du plaidoyer, pour influencer donc la prise de décision et que les choses changent sur le terrain et de rendre responsables et transparents les responsables des politiques. Donc, on a besoin de voir les plans nationaux sur l'environnement, le climat, la biodiversité, la pollution, le développement et le genre changer. Mais donc tout cela est aussi en lien avec les engagements internationaux comme la CCC, la CBD, la CCD, Sendai, les ODD et la Convention de Pékin. Et donc, quelles sont les données qui sont disponibles? J'ai donné quelques exemples. Donc, j'ai juste 15 minutes. Je ne peux pas donner toutes les données que nous avons déjà. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a beaucoup de données en réalité, mais je vais essayer d'expliquer quel type de données nous avons. Donc tout d'abord, c'est le plus facile, on a les données administratives. Donc cela nous donne des informations sur la participation des femmes dans les différents types d'emplois, par exemple. Euh, donc donc on voit la proportion ici de personnel euh, des services électriques du Pacifique qui sont des femmes par catégorie d'emploi. On peut aussi savoir combien de femmes sont dans les ministères, dans les parlements, etc. On peut voir tout cela dans différents pays. Donc, ce sont les données administratives qui sont régulièrement collectées, donc c'est assez facile de comparer. On a ensuite les enquêtes. C'est le plus utile pour combler les lacunes. C'est le meilleur type de données parce que dans les enquêtes, on peut demander exactement ce qu'on veut. Donc, on a deux exemples ici, par exemple. Donc, la proportion de la population euh, qui, qui mettent en place des mesures pour atténuer les risques liés aux fertilisants, donc aux produits chimiques. Donc, on a différentes façons d'atténuer les risques et donc on voit qui le fait, donc que ce soit des femmes ou des hommes. Donc, ce sont des données de Tonga dans le Pacifique. On a aussi différents exemples sur donc les pratiques de pêcherie utilisées euh, en fonction du genre. On voit que les femmes vont plus pratiquer donc le glanage, alors que les hommes vont plus pratiquer d'autres méthodes plus intensives. Et donc, au-delà des enquêtes, nous avons aussi donc des données géospatiales. On voit donc comment dans certains pays, les femmes qui sont dans les zones les plus arides sont plus enclines à être victimes de mariage forcé. On peut donc croiser ces données, croiser des données d'enquête avec des données géospatiales. Une autre source de données importante, c'est donc le big data. Cela vient de différentes sources, multiples. Donc, ça peut être lié à des recherches Google. Donc, le big data est utile parce que ça permet de combler des lacunes quand on n'arrive pas à trouver les données. Donc, ce sont des données qui sont pas forcément très précises, très exactes. Cela nous donne des tendances.
Donc, par exemple, de la violence contre les femmes après les désastres, par exemple. Donc, on sait combien à peu près de personnes ont été en train de faire des recherches sur la violence contre les femmes. Donc, ça peut nous donner un indicateur de plus de violence. On a aussi donc les données qui viennent des modèles et des prévisions de ce qui est projeté qui pourrait arriver à travers des modèles. Donc, ce qui peut nous être dit, par exemple, sur le pourcentage de la population qui va tomber dans la pauvreté après un désastre. Et donc, cela nous permet aussi de nous demander donc, quelle proportion de ces effets on peut atténuer. Et donc ensuite, quelles sont les barrières et les opportunités pour donc combler les lacunes en matière de données. Donc, il y a une grande variété de données qui existent. Et donc, il y a toutes ces enquêtes qui sont spécialisées et qui sont soutenues par ONU Femmes. Et donc, ce sont des enquêtes uniques qui couvrent beaucoup de sujets différents, depuis les désastres, le changement climatique, euh, la façon dont les hommes et les femmes s'impliquent dans différents modes de vie et modes de subsistance. On a aussi donc l'exposition à différents types d'affectation de la santé. Et donc, ces enquêtes sont conçues en ayant conscience du genre. Donc, il y a des stratégies d'échantillonnage qui sont adéquates pour avoir beaucoup d'informations sur le genre et l'environnement. Beaucoup d'informations qui est ensuite euh, fiable. Donc, par ailleurs, ce sont des enquêtes qui sont très coûteuses. Et nous avons aussi des, des enquêtes qui sont plus longues quand il y a eu beaucoup de désastres dans certains endroits. Il nous faut aussi intégrer les bases de données qui existaient déjà en utilisant donc la, l'apprentissage des machines. Et donc, on utilise les données géospatiales pour cela. Et donc, on utilise différentes bases de données qui sont ensuite intégrées. Et il y a différentes connexions entre les questions de genre et les questions environnementales. Donc, du côté des pour, ce sont des données qui sont déjà disponibles. Donc, il n'y a pas de coût additionnel, mais la limite, c'est que les données géospatiales ne rendent pas compte d'un événement en soi. On sait que dans certains endroits, par exemple, il y a plus de sécheresse, mais cela ne nous permet pas, par exemple, de faire le lien entre un épisode spécifique de sécheresse et les conséquences directes de celui-ci. Cela ne nous permet pas d'avoir cette connexion spécifique entre les données géospatiales et les données d'enquête. Une autre option pour continuer à combler les lacunes en matière de données, donc comme on parlait des femmes dans le contexte des désastres, donc il y a la big data. Donc la big data est générée par les entreprises. C'est une source de données
avec un potentiel énorme. Ça permet de remplir des lacunes qui seraient difficiles à remplir autrement, mais c'est compliqué de collecter des données en plus dans un contexte de désastre. Donc c'est pour ça que ce serait des lacunes difficiles à remplir autrement. Et donc on sait que ce sont des informations qui seraient difficiles à obtenir. Mais on va obtenir grâce à la big data des signaux, même si ce ne sont pas des estimations fiables complètement. Et donc c'est basé sur les recherches Google. Et on ne sait pas si ce que les gens mettent sur Google, c'est ce qu'ils ressentent vraiment. Donc, il faut aussi questionner la fiabilité des informations en ligne. Et il y a aussi le problème du consentement. Parce que donc, il y a l'idée qu'on utilise des données qui sont mises sur Internet. Et donc, finalement, il y a le fait de renforcer les données administratives, donc avec des registres, etc. Donc, c'est la forme de collection de données, la forme de collecte de données, pardon, la plus efficace, puisque c'est fait par les États de façon organisée, etc. Mais parfois, ce n'est pas complètement représentatif. Euh, les personnes habitantes de rue ou les personnes migrantes sont souvent laissées en dehors de ce type d'enquête. Il y a aussi le problème de la portée limitée de ces données. Par exemple, il peut manquer des données sur les personnes du secteur privé dans les entreprises qui ont un impact sur l'environnement. Il peut y avoir aussi des problèmes d'accessibilité. Sarah, je suis vraiment désolée, mais il va falloir conclure. C'est bon, c'est ma dernière slide. Et donc, la dernière option pour combler les lacunes en matière de données, c'est donc la prévision et le modelage. Le fait de projeter donc des données dans l'avenir en utilisant les tendances passées. Et donc, on essaye de clarifier donc les postulats. Par ailleurs, le fait de créer des modèles est complexe et cela prend beaucoup de temps. Et souvent, il n'y a pas d'investissement des États eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en partenariat avec les États pour qu'ils participent au design. Désolée, il m'en reste juste une. Et il y a une dernière forme d'ajouter des données, c'est donc les données générées par les citoyens à travers donc les applications, les interfaces, à travers les téléphones. Euh, c'est quelque chose qui est très précieux puisque cela peut nous permettre d'avoir plus de données. Cela encourage donc l'implication publique, c'est accessible. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour toutes ces informations si importantes et pour donc toute cette présentation. Nous allons passer maintenant à notre deuxième présentatrice, qui est Rouhani Darkama-Kirti. Elle est responsable principale de programme à l'UICN. Elle se concentre sur le soutien à l'initiative RISE, donc pour les environnements résilients, inclusifs et durables. Et cette initiative est dédiée aux luttes contre les violences basées sur le genre dans les programmes liés à l'environnement, et elle essaye d'enrichir la base de connaissances sur les liens entre les violences basées sur le genre et l'environnement.
et elle va nous parler du plan 1.5, donc du plan d'action sur le genre. Alors, si vous avez des questions sur la présentation de Rouhani et sur les autres, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Vous pouvez le faire dans votre langue de préférence. Il y a des interprètes dans la salle qui sont prêts à traduire vos interventions. Rouhani, la parole est à toi. Merci beaucoup, Alejandra. Merci à toute l'équipe de Women for Biodiversity. Je suis ravie d'être ici pour une session si importante. Donc, merci à toutes les personnes d'être présentes aussi. Je suis donc responsable de programme à l'UICN, comme Alejandra vous l'a déjà annoncé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du travail de l'UICN ces dernières années sur les liens entre environnement et genre et comment la génération de connaissances peut vraiment informer le cadre mondial sur la biodiversité, ainsi que les plans d'action et cela. Et je vous parlerai également d'un premier mécanisme de fond pour ce lien entre le genre et l'environnement. Alors, avant tout, veuillez bien noter que cette présentation va discuter de la violence basée sur le genre, donc vraiment, prenez soin de vous. En 2020, avec le soutien de l'USAID, l'UICN a publié une étude mondiale sur la violence basée sur le genre et ses liens avec l'environnement. Ce que nous avons constaté, c'est que la violence fondée sur le genre est utilisée pour négocier, renforcer des privilèges existants, ainsi que des déséquilibres de pouvoir dans l'accès et le contrôle à la terre, les ressources naturelles, la biodiversité et les services écosystémiques. Ces dynamiques sont exacerbées face aux facteurs de stress et aux menaces environnementales, depuis la perte de biodiversité aux impacts du changement climatique en passant par les activités extractives. Et cette violence est aussi utilisée pour façonner, contrôler le travail environnemental et la défense de l'environnement. À l'écran, vous pouvez voir ici plusieurs exemples de la manière dont les crises environnementales peuvent exacerber la violence basée sur le genre. Alors, je ne vais pas parler de chaque exemple, mais nous pouvons établir des liens entre les menaces et les risques de violence en rapport avec la collecte, l'utilisation et la gestion des ressources naturelles. Vous pouvez également constater que des conflits peuvent naître depuis des normes de genre établies sur qui a le droit de prendre des décisions sur les ressources naturelles, en particulier lorsque le stress climatique aggrave la qualité et la disponibilité des ressources de la biodiversité. Nous pouvons voir que la violence liée au genre est utilisée pour réduire au silence et menacer les défenseurs qui travaillent à la protection de la nature et à la dégradation de la biodiversité, ainsi que ses impacts sur le climat. Les connaissances et les données générées par la publication de l'UICN ont contribué à l'élaboration de l'objectif 1.5 du plan d'action mondial de la CDB, qui vise à identifier, éliminer, prévenir, répondre à toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le genre, en particulier en ce qui concerne le contrôle, la propriété, l'accès à l'utilisation durable et à la conservation de la biodiversité, y compris la protection des femmes défenseurs des droits humains, de l'environnement et des gardiens de parcs. Les actions indicatives suggérées par la mise en œuvre de ces objectifs comprennent le développement et le déploiement de données, d'outils et de stratégies pour comprendre les liens entre la violence de genre et la biodiversité. Et c'est ce à quoi l'UICN travaille depuis le lancement de sa publication en 2020, en particulier par le biais du défi des subventions RISE, donc environnement résilient, inclusif et durable. Ces subventions de RISE contribuent également à la réalisation de la cible 23 qui vise à garantir l'égalité de genre et approches qui prennent en compte la dimension de genre dans la biodiversité. Cela se concentre sur l'égalité des droits et l'accès des femmes et des filles à la terre et aux ressources, leur participation, leur leadership à tous les niveaux d'action, d'engagement, de politique et de prise de décision liés à la biodiversité. Nous avons aussi quelques projets qui traitent de la violence basée sur le genre,
liées aux droits fonciers, y compris un nouveau projet au Kenya qui traite de la violence basée sur le genre liée aux violations des droits fonciers en raison de l'augmentation de l'attrait des projets de crédit carbone. Alors, les subventions RISE ont été créées en réponse à nos résultats de recherche afin de proposer un financement, un soutien technique aux programmes environnementaux qui font connaître les liens entre la violence de genre et donc l'environnement. Ce défi a été créé par l'USAID en 2019 suite aux résultats de l'UICN et le premier appel a été lancé en 2022. En 2023, NORAD a rejoint ce panier de subventions pour nous aider à intensifier nos efforts. Et comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran, la demande de soutien est énorme. L'an dernier, c'est la première fois que le nombre de demandes a un peu diminué. Notre objectif est de travailler avec les lauréats des subventions pour développer l'apprentissage en vue d'une politique mondiale et d'une application pratique, tout en contribuant à prévenir les dommages et à favoriser une conservation et une action climatique inclusive et équitable. Aujourd'hui, ce défi des subventions RISE est devenu une famille de 18 projets qui s'efforcent de lutter contre la violence sexiste, dans les domaines de la conservation, de la faune et de la flore sauvage, de la gestion forestière autochtone, de la pêche, l'exploitation minière dans d'autres secteurs. Nous avons actuellement 9 projets actifs en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dont 4 nouveaux projets qui ont commencé cette année. À ce jour, plus de 100 000 personnes ont été touchées par ces projets sur le terrain et rien que l'an dernier, 5 projets ont formé 1128 personnes sur les liens entre la violence de genre et l'environnement et ont mené des activités de sensibilisation qui ont touché plus de 5000 personnes. Les cycles précédents de Rhin, ils ont travaillé avec plus de 15 000 personnes et ont touché plus de 100 000 personnes par le biais de la sensibilisation et l'engagement dans les projets. Vous pouvez voir ici quelques photos de notre lauréate 2019 avec la vice-présidente, donc Kamala Harris, lors du lancement de l'initiative WISE du gouvernement américain sur les femmes dans les environnements durables à la fin 2023. Vous pouvez voir aussi Samantha Munagandu devant le Parlement zambien le jour où elle a présenté le projet au gouvernement. Vous pouvez voir aussi des femmes gardes forestières qui s'expriment avec le soutien donc de leaders de RISE, comme Joyce Péchou. Ces projets ont toujours des résultats, comme vous pouvez le voir ici. En Zambie, les bénéficiaires ont innové en proposant des services d'orientation vers les camps de pêche éloignés ou la recherche d'aide, qui nécessitent parfois 8 heures de marche. Ces services ont touché 119 femmes, 7 hommes pour lutter contre l'exploitation sexuelle liée à la pêche. Dans les zones protégées du Mexique, les bénéficiaires ont amélioré la perception de la sécurité des femmes prestataires d'écotourisme. Ce pourcentage est passé de 61 à 91% après l'évaluation. En République démocratique du Congo, le nombre de femmes signalant une coercition sexuelle pour participer pour manifester contre l'exploitation minière a diminué de moitié. Au Pérou également, nous avons pu, au travers de ce projet, répondre aux violences basées sur le genre. Nous avons aidé à l'amélioration des capacités institutionnelles avec plus de personnel. Et encore une fois, grâce à RISE, les organisations environnementales ont créé de nouvelles politiques en matière de harcèlement, d'abus sexuels, de mécanismes de recours et des politiques de sauvegarde ont amélioré celles qui existaient déjà. Et ils ont pu aider à lancer des politiques, des processus de politique au niveau international et national grâce à des mécanismes de financement, l'élaboration de politiques en matière de biodiversité, un plaidoyer au niveau national. Et comme je le disais avant, RISE est le seul mécanisme dédié à la mise en œuvre
de l'objectif 1.5. Les lauréats ont aidé les gouvernements nationaux et municipaux à réviser les politiques relatives à la prise en compte de la violence basée sur le genre dans les contextes environnementaux. Et ces projets, maintenant en Zambie, souhaitent informer donc les communautés de pêcheurs. Grâce à RISE, nous avons beaucoup appris et en coulisses, nous travaillons toujours à l'élaboration d'expériences, d'outils. Et nous avons vu que l'engagement des hommes est crucial pour transformer et pour avoir un véritable changement. Car très souvent, la culture maintient les femmes hors de leur engagement envers la conservation. Et donc, ce projet a été clé pour inclure les femmes et également créer des espaces sûrs pour que les femmes et les hommes puissent discuter de cette violence et créer une réflexion pour le changement. Il est important de travailler avec les communautés, avoir la collaboration des chefs traditionnels, l'élaboration de plans de sécurité communautaire, etc. Par exemple, au Mexique, ECHO et WWF ont élaboré des plans de sécurité communautaire pour améliorer la sécurité des femmes contre le harcèlement sexuel, principalement dans des projets d'écotourisme. Il est également impératif que les organisations portent la voix du changement institutionnel et il est essentiel d'encourager les organisations environnementales à nouer des relations avec les services d'orientation en matière de violence basée sur le genre pour répondre à ces problèmes. Et donc enfin, je voudrais vous laisser avec quelques-unes de nos recommandations. Nombre de ces recommandations ont été déjà soulignées par ma collègue plus tôt dans ce webinaire, mais je vais donc reprendre cela rapidement. Nous encourageons le renforcement des cadres normatifs, juridiques et réglementaires qui reconnaissent les liens entre la violence basée sur le genre et l'environnement. Il est important que ces perspectives de genre informent les politiques et programmes des gouvernements pour intégrer la perspective de genre dans les problèmes environnementaux et les programmes de réduction des risques. Il est important d'avoir un partage de connaissances, de collaboration, de renforcer les capacités pour traiter le lien entre violence et environnement. Nous devons également étendre la portée des financements et d'avoir un plaidoyer, une prévention sur le terrain auprès des communautés. Bien entendu, renforcer les statistiques et les données sur le genre, comme il a été dit plus tôt, grâce entre autres à des données ventilées par genre. Nous devons favoriser une transition juste, sensible au genre, en protégeant et en promouvant des environnements de travail sûrs et inclusifs, exempts de violence ou de discrimination à l'égard des femmes et des filles dans les secteurs liés au changement climatique, donc dans le contexte de cette transition juste. Et j'en arrive donc à la fin de ma présentation. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme RISE, je serai ravie de vous en dire plus. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire.
Je vais donc passer la parole à notre prochain présentateur, Karma Wangchuk. Bonjour tout le monde. Alors, malheureusement, la connexion d'Alejandra n'était pas très bonne. Je ne suis pas sûre si elle m'a vraiment invitée, mais je pense que donc c'est mon tour de présenter. Oui, alors, Monsieur Wangchuk, si jamais il est compliqué pour vous de partager la présentation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Moi, je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cela fonctionne? Voilà, voilà, maintenant nous pouvons. Parfait. Eh bien, bonjour tout le monde. Bon après-midi, bonne soirée. Je pense que nous sommes tous dans différentes parties du monde. Merci encore pour ces présentations très riches qui ont précédé la mienne. Et je voudrais aussi remercier Women for Biodiversity pour l'organisation de cet événement et pour nous avoir invités. Je suis vraiment très honorée de partager, alors peut-être pas tellement des statistiques, mais plutôt des histoires, des voyages, des relations avec donc les communautés sur comment nous avons intégré les données liées au genre dans l'espace B. Et ces histoires nous parlent de comment nous pouvons autonomiser les communautés. Au Bhoutan, nous reconnaissons le rôle des femmes, il est essentiel pour les ressources, pour les efforts des communautés. C'est pourquoi il est aussi crucial pour nous d'inclure pas seulement les cibles concernant le genre, mais aussi des actions spécifiques au genre dans nos SPAN B au Bhoutan. Alors, j'espère que je serai suffisamment bref, mais je souhaiterais vous raconter comment nous avons intégré une perspective de genre dans nos SPAN B. Alors, très rapidement, m'a déjà présenté, mais je suis donc Karma Wangchuk, je travaille pour le Centre de la biodiversité au Bhoutan. Je suis aussi coordinateur donc, pour le développement des SPAN B. Alors, très honnêtement, je ne suis pas un spécialiste ou un expert en genre. Je suis plutôt un coordinateur, ce qui signifie donc mobilisation des ressources, trouver des acteurs, des parties prenantes. Et pendant tout ce processus, j'ai eu l'honneur de travailler avec des personnes passionnées qui sont engagées profondément envers donc, tous les thèmes liés au genre. Je suis donc encore en apprentissage. Et ce que je souhaiterais partager aujourd'hui est vraiment un partage d'expériences et de ce que j'ai pu apprendre sur les questions liées au genre au sein des SPAN-B. Et si jamais je fais des erreurs, merci de ne pas m'en tenir rigueur, car je suis encore donc en train d'apprendre sur ce chemin et merci encore de votre patience et de votre compréhension. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment le Bhoutan, il s'agit d'un petit pays dans l'Himalaya. Vous pouvez voir à l'écran ce qui est le Bhoutan. Nous avons principalement des montagnes. Il y a environ 770 000 habitants. Et c'est un pays avec un engagement auprès de la conservation qui est très profond. Je crois que nous sommes un des peu nombreux pays au monde qui sont vraiment aussi penchés sur les thèmes de conservation au point de l'inclure dans notre constitution. Regardons quelques données, quelques statistiques liées au genre au Bhoutan.
Je vais donc très brièvement donner quelques données au niveau national et puis quelques données au niveau des SPAN B, c'est-à-dire vraiment regarder à l'intérieur des SPAN B. Et puis nous regarderons plus en détail le document du SPAN B. Au niveau national, nous avons environ 40% de femmes. Vous pouvez voir ici le chiffre exact à l'écran. Donc presque 370 000 femmes sur la totalité de la population. Les femmes sont très présentes dans le secteur agricole. Elles représentent environ 63,2% des travailleurs agricoles. C'est donc vraiment un rôle très important qu'elles jouent dans les zones rurales. Avec l'équipe du SPAN B, nous avons regardé quelques chiffres clés pour comprendre comment se développent ces données liées au genre. Voilà l'équipe du SPAN B. Vous pouvez voir tout en haut les deux coprésidents. Nous avons un secrétariat dont je fais partie et puis nous avons les membres du groupe de travail qui proviennent de différents domaines, gouvernementaux, non gouvernementaux. Nous avons essayé de trouver des personnes très dynamiques pour faire avancer le genre dans le SPAN B. Nous avons de nombreux experts, que ce soit en cours d'eau, en forêt, mais aussi des experts qui travaillent avec les femmes et les filles. Pour nous, il est important d'avoir une représentation structurelle et systémique des femmes dans notre équipe. Et cette représentation des femmes doit commencer depuis le haut de la pyramide. Donc ma chef, qui est la coprésidente du SPAN B, est une femme pour qu'il y ait ici une parité. Au sein du secrétariat, nous avons également la parité. Regardons ici l'équipe de travail technique qui travaille au développement des SPAN B. Nous avons ici 45% de femmes. Nous ne sommes pas complètement à la parité, donc à 50%, mais c'est plutôt un chiffre encourageant. Encore une fois, cette représentation, selon moi, est encore loin de représenter le rôle incroyable qu'ont les femmes au sein du Bhoutan. Et c'est pourquoi nous essayons vraiment d'inclure des membres femmes, dont cette femme que vous pouvez voir à l'écran, qui est une collègue extraordinaire et qui travaille auprès des femmes et des enfants. Elle fait donc, elle est en permanence au sein de cette équipe. Et nous avons aussi un spécialiste en genre dans ce travail. Cela permet que toute stratégie, toute action, tout indicateur puisse vraiment passer par ce filtre qui prend en compte le genre. Et pour moi, cela est vraiment un succès incroyable qui permet d'ouvrir le SPAN B à ces questions de genre. Alors, je vous présente notre spécialiste genre, qui est Michichi. Et elle est en charge de toujours regarder que la voix des femmes soit bien portée dans le SPAN B et d'effectuer aussi des formations pour sensibiliser l'équipe de travail à cette perspective de genre. Nous avons de nombreuses réunions avec des participations de différents partenaires
Et nous pouvons voir ici sur les photos que 45% des participantes sont des femmes, ce qui est plutôt encourageant aussi au niveau des statistiques nationales. Alors, regardons maintenant notre nouveau document stratégique de SpanB. Et cela m'amène à vous inviter à vous poser la question, à quel point votre SpanB prend-il en compte la dimension de genre? Au sein du SpanB, nous avons 20 cibles nationales. Nous avons une cible spécifique qui s'aligne avec la cible 23 de la CDB, qui, dans notre SpanB, est la cible 15. Et cette cible parle d'assurer une égalité de genre et une approche qui prenne en compte le genre dans les actions liées à la biodiversité. Nous avons la cible 3 de notre SpanB qui considère la participation inclusive dans la prise de décision. Nous avons donc 2 cibles dans notre SpanB qui sont directement ou indirectement liées aux considérations de genre. Alors, pour savoir si votre SpanB prend en compte la dimension de genre, eh bien, il est pour cela factible de mettre une note, hein, de donner des valeurs. Alors, nous pouvons voir ici que nous avons 2 cibles qui prennent en compte le genre. 10% de notre SpanB considèrent directement les questions de genre. Nous avons 4 stratégies de notre SpanB qui prennent en compte cette dimension, ce qui représente 8%, et nous avons un total de 11 actions de notre SpanB qui sont liées au genre. Nous avons ici presque 10% de notre score, ce qui est plutôt pas mal. J'ai aussi fait une évaluation très rapide du SpanB pour voir combien de fois apparaissent ces termes et à quel point notre SpanB a un langage inclusif. Alors, nous avons 0 fois les mots sien ou elle, hein, sont correspondant à une possession féminine, alors que le terme genre apparaît 12 fois. Vous pouvez donc voir de quelle manière, hein, regarder votre SpanB, voir si votre SpanB prend en compte la dimension de genre. C'est une analyse que vous pouvez faire vous-même. Ici, 4 éléments à prendre en compte. Vous pouvez faire une analyse quantitative en termes de langage, de terminologie qui prennent en compte, qui est spécifique au genre. Vous pouvez faire une analyse qualitative du contenu et des nuances, hein, du langage, aussi vous pouvez avoir des stéréotypes, une narrative inclusive, etc. J'en arrive à la fin de ma présentation et je voulais vous partager une image, hein, de ce groupe de femmes fortes, extraordinaires qui font partie de notre équipe. Et je voudrais remercier tous nos partenaires, principalement le PNUD et bien entendu Women for Biodiversity pour les personnes qui sont intéressées. Vous pouvez me trouver à ces contacts. Alors malheureusement, mon LinkedIn ne fonctionne pas, hein, depuis cette session, donc, mais vous pouvez de toute façon me retrouver ici. Et je rends la parole à Alejandra. Merci beaucoup. Merci Karma, j'espère que ma connexion fonctionne maintenant. Alors, il y a quelques questions qui apparaissent dans le chat. Alors, avant tout, merci encore à nos présentateurs. Merci Sarah, Rouhani et Karma. Nous avons donc quelques questions.
La première est pour Sarah. Comment pouvons-nous traduire les différentes données concernant les défis à la biodiversité? Oui, alors très souvent, nous avons des données et nous les gardons dans un tiroir. Donc, en effet, c'est une question très importante sur comment utiliser ces données. Nous avons utilisé plusieurs approches pour cela. La première, la plus importante, je pense, est que nous avons une connexion entre les utilisateurs, les producteurs de données. Alors, avant que les femmes euh, aillent sur le terrain pour faire une enquête, par exemple, nous avons une discussion sur qui va utiliser ces données. Nous discutons donc avec différentes représentations des gouvernements, des ministères, de la société civile, pour savoir de quelles informations ils ont besoin. Et cela nous permet vraiment d'ajuster notre questionnaire pour nous assurer de poser des questions qui soient pertinentes à chaque contexte. Et cela nous assure que ces données seront utilisées car nous allons collecter des choses qui vont être utiles pour les personnes qui recevront cette enquête. Et nous pouvons voir que si les questions ne sont pas pertinentes, eh bien, il est difficile de traduire ces données en politique. Alors, un point très important, c'est le format des données. Et tout le monde n'est pas statisticien. Nous ne pouvons pas attendre que toute personne comprenne de quelle manière les données sont collectées et retransmises. Il est donc important d'avoir différents produits qui présentent, différents supports en tout cas, qui présentent ces statistiques et ces données. Alors, en fonction également de à qui sont adressées ces données, nous pouvons orienter aussi le questionnaire. Le langage et la nécessité n'est pas forcément la même entre un ministère ou un autre, entre un gouvernement et une organisation de la société civile. Alors, pour vous donner un exemple, j'étais sur le terrain cette semaine. Il y a eu un problème avec avec un nombre très élevé de poissons qui meurent à cause d'une pollution. Mais il n'y a aucune donnée, aucune information. Et les femmes qui dépendent de ces poissons souffrent car elles ne savent pas où aller chercher euh, leurs aliments. Il y a donc un besoin urgent de données pour savoir ce qu'il se passe exactement et c'est ce qui permet au gouvernement ensuite de faire quelque chose pour transformer cette situation. Et je vous conseille vraiment dans les données de parler avec les personnes qui sont affectées également. Un autre point très important, c'est de partager les données avec la communauté. Parfois, nous travaillons très dur sur la partie statistique, trouver les données, etc. Mais je pense qu'il est très important, il est nécessaire d'apporter ces informations à la communauté pour avoir leur retour, voir si cela fait écho ou pas. Est-ce qu'ils ont des idées, des propositions pour faire face à cela? Et pour nous, à chaque fois que nous avons fait cela, eh bien, en général, les politiques qui suivent donc l'évaluation sont beaucoup plus pertinentes et ont un impact beaucoup plus grand. Donc voilà un peu quelques idées, quelques approches qui peuvent assurer la pertinence et l'utilisation des données. Merci beaucoup, Sarah. Il y a un commentaire aussi ici dans le chat de Ciara qui demande si l'on peut partager dans le chat les ressources de données que vous utilisez le plus souvent. De cette manière, nous pourrions avoir cette information pour l'intégrer dans notre travail. Il y a une question également pour Rouani. Alors, la question à voir avec la réponse des gouvernements face à RISE et comment est-il mis en œuvre au sein des plans d'action sur le genre. Merci beaucoup.
Oui, donc je vais répondre d'abord à la deuxième question. Donc, l'objectif 1.5 qui s'intéresse à la violence fondée sur le genre de façon directe, spécifiquement dans le contexte de la biodiversité, de la protection des femmes défenseurs de l'environnement et des gardes-parcs. Donc, il y a l'idée d'avoir plus de données pour faire face à la violence fondée sur le genre. Et donc, ce que l'UICN a fait, c'est d'étudier les liens entre la violence de genre et l'environnement. Et donc, le défi RISE fait spécifiquement face à ces questions-là. Et donc, tous les projets que nous avons financés avec donc le financement RISE étaient liés à ce sujet. Et donc, c'est la façon dont nous avons répondu à cette question, dirons-nous. Et donc, sur la première question, on a eu un certain nombre de bonnes réactions des gouvernements par rapport à RISE, notamment en Zambie, avec les partenaires de mise en œuvre, ActionAid, et l'autre organisation ont donc mentionné donc ces différents défis, notamment sur les liens entre la violence fondée sur le genre et l'environnement. Et donc, dans ces situations-là, ce qu'on demande aux organisations, c'est de faire une analyse de genre et de voir comment les gens se sentent dans ces contextes, est-ce qu'ils se sentent en sécurité. Et cela nous permet de collecter des données sur cette intersection. Et donc, notamment en Zambie, on a vu comment les données ont été présentées au Parlement, notamment sur les questions de pêcherie, avec la participation et l'implication des femmes qui étaient prises en compte dans les données. Et donc, le gouvernement a reçu ces données de façon très intéressante et il a encouragé donc les partenaires de mise en œuvre à informer les prochaines politiques publiques sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rouhani, d'avoir répondu à ces deux questions. On a ensuite une question. Donc, quel a été le rôle et la responsabilité des groupes techniques qui s'intéressent aux femmes et aux enfants? Je vais prendre une autre question ensuite pour la suite. Merci beaucoup, Ale, pour cette question excellente. Donc, le rôle des membres du groupe technique, donc en principe, c'est de revoir avec soin et évaluer tous nos buts nationaux pour regarder si les questions de genre ont été prises en compte dans toutes ces cibles. Et donc, si je peux partager un exemple ici, je sais qu'il y a une collègue qui est ici avec nous et elle peut-être peut partager un peu plus d'exemples. Donc, on a négocié sur les stratégies et les cibles sur le renforcement des capacités, notamment le renforcement des capacités institutionnelles pour renforcer donc ces différents aspects, notamment au Bhoutan, donc pour améliorer les choses. Donc, une chose que je peux partager, donc, c'est qu'il y a eu des recommandations
si on y pense, c'est vraiment essentiel. Euh, donc, pour que les femmes puissent participer dans différentes structures, dans la conservation et l'environnement, pour pouvoir participer sur les questions environnementales. Et donc, il est important de pouvoir prendre en compte le soin qu'apportent les femmes dans différents espaces pour qu'elles aient vraiment la possibilité de participer. Et donc, il y a ces négociations qui prennent beaucoup de temps. Euh, et donc, c'était une réponse un peu longue. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est assurer donc que tout est revu à la loupe, ce groupe technique. Je ne sais pas s'il y a une deuxième question. Oui, la deuxième question, donc, comment vous avez pu mettre en œuvre des plans d'action sensibles au genre? Je pense que c'est une question excellente aussi. La réponse va être assez similaire à ce qu'a dit Sarah auparavant. Donc, il y a beaucoup de données qui sont de plus en plus visibles actuellement, notamment avec le Bureau national des statistiques du Bhoutan qui a fait beaucoup d'efforts. Et donc, la qualité des données s'est beaucoup améliorée. Et donc, les prochaines étapes ou le défi que nous avons maintenant, c'est d'utiliser ces données de façon efficace. Donc, si toutes ces données sont juste là sans qu'on les utilise correctement, alors ça ne sert pas beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire une meilleure utilisation de ces données, renforcer également donc la capacité de générer ces données, c'est important. Et donc, ces cibles qui ont été obtenues permettent également d'avoir plus de données sur le genre. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. Merci beaucoup, Karma, d'avoir clarifié cette question. Et donc, avant de prendre les trois dernières questions, je voudrais donner la parole à Eti Fork. Euh, je te donne la parole maintenant, Eti Fork. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, la responsabilité sur les cibles dans les spams, avec donc la cible spécifique sur le genre, reconnue par la CBD. Donc, comment fonctionne la question de la responsabilité et la transparence sur cette cible? Et donc, la mise en œuvre, ici en Éthiopie, n'est pas suffisante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Etifa. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Oui, allez, je voudrais juste dire quelque chose rapidement. Est-ce que vous m'entendez bien?
Donc, ça fait très plaisir de te voir, Etifor, mais ça a été difficile d'entendre la question très clairement parce que le son était un peu bas. Est-ce que tu pourrais la remettre sur le chat ou reprendre la parole en parlant plus fort pour qu'on puisse bien répondre à la question? Et je voudrais répondre rapidement à une question qui a été posée. Je voudrais donc reprendre une question donc qui a été posée sur le chat de Soledad Espinola, donc sur les spams au Paraguay. Et donc la question c'est euh, comment les choses peuvent être alignées avec la cible 23. Donc une réflexion rapide de mon côté, c'est que parfois la compréhension sur la cible 23 nous permet réellement d'avoir la prise en compte euh, de l'égalité des genres. Et donc, si on essaye de regarder comment est cet alignement, c'est en regardant comment le reste du spam du Paraguay répond au plan d'action sur le genre. Donc, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une réponse face à ces questions-là. Et donc, les cibles dans les spams ne sont pas suffisantes. Elles doivent être complémentées par des cibles nationales ou des statistiques nationales pour répondre à l'indicateur principal ou aux indicateurs de composantes. Donc peut-être qu'il vous faut regarder plus précisément ces informations dans le cadre du Paraguay pour vous assurer de cela. Et donc cela va vous permettre, je pense, de regarder comment les choses sont dans le détail. Et tout ce que peut nous proposer également Karma sur ce sujet comme élément sera bienvenu également. Merci beaucoup, Tina. Et Tifork, je vais essayer de reformuler ta question. Donc, c'était sur la transparence et la responsabilité par rapport au SPAMB sur la cible 23. Est-ce que c'était bien ça? Oui. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite répondre? La question est encore un petit peu confuse pour moi. Donc, je pense que les États sont responsables de faire le suivi et de s'assurer que donc les spams et les cibles sont alignés pour s'assurer donc que cela peut avoir une bonne portée. Et donc, j'espère que le secrétariat donc a ce rôle de coordination et donc il faut ensuite qu'on s'assure de pouvoir travailler depuis le niveau national jusqu'au niveau euh, donc local. Et il faut aussi qu'on regarde donc nos paysages de conservation
Et il nous faut donc étudier si toutes les questions prises en compte sont pertinentes dans notre contexte. Et si c'est le cas, eh bien, il nous faut développer quelque chose au niveau national autour de cet élément. Donc, il nous faut développer nos propres cibles en fonction de nos besoins. Mais ça doit être aligné et complémenter les cibles globales. Et donc, nous avons développé toutes nos stratégies de mise en œuvre. Et donc, sur ces cibles spécifiques, donc il nous faut regarder pour pouvoir complémenter et coordonner notre action. Et donc, il nous faut développer des plans d'action adaptés. Et j'espère que cela répond donc à votre question. Donc, merci beaucoup, Etifork, et puis donc Karma d'avoir répondu à la question. Tina, désolée, oui, allez, on t'a perdu pour une seconde. Je voudrais juste dire que je suis très heureuse que Etifork soit là, puisqu'elle est le point focal sur le genre en Éthiopie. Donc, Karma, je voudrais aussi te remercier, puisque je pense que tout le monde essaye d'apprendre et de voir les alignements qui existent pour qu'on puisse voir comment les bonnes pratiques et les exemples peuvent aussi être partagés entre les États membres. Et donc, on pourra également se rencontrer à Cali pour discuter de tout cela. Et je voudrais donc remercier d'être là en tant que point focal de la CBD aussi. Je pense qu'on a beaucoup de défis. Donc, il y a toute cette question, effectivement, de comment est-ce qu'on renforce les aspirations autour de la cible 23, pas seulement en elle-même, mais aussi donc à travers les différentes cibles et notamment la cible 22. Merci infiniment pour la question, pour la réponse, et je te rends la parole, allez. Donc, merci beaucoup, Tina, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et je ne sais pas, Soumina, est-ce que tu veux prendre donc une photo de groupe? Oui, allez. Donc, est-ce que tout le monde pourrait mettre sa caméra pour prendre donc, notre photo collective? Donc, on attend que plus de personnes ouvrent leur caméra. C'est OK si vous ne souhaitez pas le faire. Parfait. 3, 2, 1, souriez. Encore une photo. C'est parfait. Merci beaucoup. Je crois que ma connexion est un petit peu instable. Est-ce que donc tu pourrais prendre la parole pour terminer, Minal? Oui, bien sûr, cher Allé.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui, et donc particulièrement aux intervenantes. On, a- on apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps d'être là avec nous et de partager donc toutes ces contributions si essentielles euh, grâce au travail que vous donnez. Et on sait qu'il y a beaucoup d'États parties qui cherchent de l'aide, qui travaillent sur leur SPAMB et qui tâchent d'assurer que leurs SPAMB sont sensibles au genre. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux interprètes pour leur travail incroyable. Et on se revoit la semaine prochaine avec un autre webinaire, avec donc des informations qu'on partagera très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.